Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo particulière, une vidéo d'année assez classique, puisque quand on est en fin d'année, bien sûr, on a déjà envie de tirer des premiers bilans, de parler des matchs, de parler des lutteuses, des pay-per-view qui nous ont mis à la fin de l'année. Là, en l'occurrence, ce que j'ai voulu vous faire, c'est un bilan de mes tops et de mes flops au niveau des matchs de la WWE, mais spécifiquement en pay-per-view, puisque déjà, si on se cantonne déjà rien qu'au pay-per-view, il y a quand même déjà une bonne grosse, plus de 100 matchs, donc il y avait déjà de quoi faire une bonne sélection et faire déjà des premiers bilans. Donc je n'ai pas parlé, je ne vais pas parler des combats de weekly, même s'il y en a eu quelques-uns. Je pourrais déjà vous en parler rapidement, je pourrais vous parler des deux matchs de Buddy Murphy face à Roman Reigns et Daniel Bryan à SmackDown, qui ont vraiment permis de vraiment faire connaître Buddy Murphy, qui est deux matchs vraiment magnifiques. Le Daniel Bryan Adam Cole à SmackDown, le fameux SmackDown post Crown Jewel, avec les problèmes qu'il y avait eu avec l'avion, et NXT qui avait pris le relais et qui avait permis donc de booker, on va dire vraiment à l'arrache ce combat, ce match de championnat NXT entre Bryan et Cole, qui était vraiment fabuleux pour un match booké à la dernière minute. C'était quand même pas mal du tout. Il y a un Cedric Alexander contre Drew McIntyre à Raw, qui était vraiment très très solide, avec un gros Claymore, qui est peut-être le Claymore de l'année même, qui était vraiment spectaculaire. Voilà. Et puis il y avait aussi Rey Mysterio contre Andrade. C'était un two out of three falls. Je me souviens que le premier tombé qui était donné à Andrade à cause de Vega et n'était pas spécialement marquant, mais c'est surtout la suite, le deuxième point qui était vraiment fabuleux entre les deux hommes, et en plus 2-0 au final pour Andrade, c'est quand même pas rien de gagner 2-0 un 2 out of 3 falls match, et c'est ce qui avait justement permis de lancer le début, en tout cas le début de désir de retraite de Mysterio. Voilà, ça c'est un peu des petits matchs de weekly qu'on pourrait ajouter. Maintenant, on va se cantonner uniquement au match de pay-per-view. On va aller un peu on va commencer par le positif avec les tops. Ce que j'ai apprécié particulièrement comme combat en pay-per-view à la WWE en 2019. On va commencer par le match de l'Elimination Chamber masculin, avec Daniel Bryan qui défendait sa ceinture éco-friendly, on était en plein dans le run Planet Champion de Bryan, et il défendait son titre face à Kofi Kingston, Jeff Hardy, AJ Styles, Randy Orton et Samoa Joe. À noter, bien sûr, vous vous en souvenez que Kofi Kingston remplaçait au pied levé Ali, le pauvre Ali qui était blessé peu de temps avant, par Orton, et du coup il a été remplacé par un Kofi qui a connu l'histoire que l'on connaît, et alors est-ce qu'on saura un jour d'ailleurs si Ali était promis au même destin? Pour l'instant on ne le sait pas, et peut-être qu'on ne le saura jamais, ou alors on l'apprendra bien plus tard. En tout cas, ça a changé quand même une partie importante de la course vers WrestleMania. Le combat était vraiment bon, avec un public qui était vraiment dedans, qui était vraiment investi. Et si on peut mettre de côté, on va dire, toute la partie, la grosse première moitié avec toutes les éliminations des Orton, des Joe, même des Styles et des Jeff Hardy, c'est surtout, bien sûr, ce que l'on retient, c'est l'emballage final qui aura duré un petit moment entre Bryan et Kofi, et là le public était à fond, il était investi, il voulait absolument que Kofi prenne le titre à Bryan, et finalement, bien sûr, le rêve n'aura pas lieu, puisque Bryan finalement s'en sortira et s'imposera, avec évidemment un public très déçu, les New Day qui arrivent pour aller réconforter Kofi, et les trois, on se souvient tous de cette image avec les trois New Day assis sur le bord du ring, avec une grosse déception. Et d'ailleurs à l'époque j'avais même cru qu'il allait avoir un turn, c'était très particulier. En tout cas, on avait fini le pay-per-view sur l'image avec les trois New Day, mais ce match était vraiment très bon, avec un gros storytelling, un gros public investi derrière, ce qui forcément aide à la qualité du match,
et voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé, même si dans le niveau il y avait du suspense, mais on se doutait quand même que Bryan allait s'imposer et que le titre allait plutôt être promis à Kofi à WrestleMania. Mais en tout cas, c'était vraiment un premier coup de cœur de cette année 2019. On enchaîne ensuite avec justement le combat Daniel Bryan contre Kofi Kingston, mais cette fois-ci donc on est à WrestleMania. Le titre, bien sûr, de Daniel Bryan en jeu, avec une grosse storyline. C'est la Kofi Mania là, c'est le pinacle de la Kofi Mania. Kofi qui aura vraiment tout fait pour se mériter ce titre de championnat. L'autorité s'en est mêlée. Vince McMahon qui arrêtait pas de lui mettre du bâton dans les roues parce qu'il ne voulait pas de lui. Il y a eu un gros segment à SmackDown d'ailleurs avec un face-à-face entre les New Day et Vince, hein, et qui faisait tout pour convaincre Vince justement que Kofi méritait ce titre, ce title shot, et bien sûr, évidemment on s'en doutait tous, Kofi a fini par l'obtenir, et le match, voilà, c'était la pépite de ce WrestleMania 35, c'était le meilleur match, avec un gros storytelling, encore. On se retrouve à nouveau avec un public à fond qui n'attendait que ça, c'était que Kofi soit sacré, et évidemment il ne pouvait en être autrement. On finit avec la victoire de Kofi Kingston, ce sacre historique, hein, puisque c'était le premier afro-américain à remporter le titre de la WWE, donc il y avait forcément quelque chose de symbolique derrière, un gros feel-good moment avec les enfants de Kofi sur le ring, avec les New Day, avec une grosse émotion, notamment de Xavier Woods, et qui n'était pas feinte, hein, cette émotion, hein, on la sentait bien réelle. Il y a toute une symbolique derrière, bien sûr, c'est de l'amitié, c'est tout quoi. Et puis cette symbolique donc du premier Afro-Américain champion de la WWE et un public qui voulait vraiment que cet événement arrive. Et ça a été l'un des grands moments de 2019 à n'en pas douter. Et le combat était très solide et Bryan a toujours fait vraiment un travail remarquable pour faire briller Kofi et le mettre over. Et c'est aussi la victoire de Bryan et la victoire de son heel turn, hein, il faut aussi le dire. Bryan heel, ça a été vraiment aussi un des grands succès de 2019 et ce qu'il a pu faire pour pusher à fond, hein, Kofi, le mettre en avant, ça aussi c'est à souligner et c'est vraiment parti de très très loin et c'était vraiment quelque chose d'organique. Et c'est vrai qu'à l'époque, hein, on savait pas vraiment qui allait affronter Daniel Bryan, hein, à WrestleMania. C'était vraiment il y avait personne qui s'imposait véritablement. On pensait à un moment donné à Ali, mais c'est vrai que cette blessure et puis ce remplacement, on a compris qu'il s'était passé quelque chose à l'Elimination Chamber et puis voilà, après ça s'écrivait un peu tout seul. C'était devenu organique et on savait vraiment à ce moment-là vers où on allait aller. Et cette fin était logique et ça a permis de récompenser finalement un travail de tous les instants, un Kofi qui a toujours fait son taf, discret, pourtant qui a gagné de nombreux titres, hein. Il avait tout gagné, hein, à part ce titre suprême, il avait tout gagné, mais il a toujours été professionnel, discret, et il a vraiment mérité ce titre, hein, tout simplement, hein. Et il nous a vraiment fait plaisir. Maintenant, bon, il faut le dire, son règne n'a pas été extraordinaire, il a duré longtemps, hein, on lui a donné 6 mois, gros 180 jours de règne, donc c'était quand même un gros règne. Maintenant, bon, il faut dire que ces combats n'ont pas été franchement une réussite, ces défenses de titre, voilà, globalement on s'est un peu emmerdé, il faut aussi le souligner, et il le perdra en quelques secondes face à Brock Lesnar pour les débuts sur la Fox, on s'en souvient également tous. Le match suivant que je retiendrai, c'est bien sûr le AJ Styles Seth Rollins au Money in the Bank. Et là aussi un dream match, hein, c'était aussi un des gros combats attendus de ce Money in the Bank, qui n'aura pas été en plus un pay-per-view mémorable, hein, il faut le dire, et ce combat aura volé le show, et on a eu deux grosses stars, deux gros lutteurs qu'on attendait évidemment voir s'affronter depuis un bon moment, et le match a largement tenu ses promesses, spectaculaire, et un
et un curb stomp, voilà, c'était comme ça, si je ne m'abuse, que ça a terminé le match. La petite erreur, je crois, de Styles, et victoire donc de Rollins, hein, et à la fin, quand même, ça a été un petit peu tendu, mais il y a quand même eu la poignée de main voilà, pour marquer ce fair play entre deux hommes qui étaient à ce moment-là face, hein, quand même. Donc c'était pas, il n'y avait pas eu de heel turn. D'ailleurs, maintenant les deux sont heel aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était vraiment un mano à mano. Entre ces deux hommes, et ça a parfaitement rempli son rôle, et c'était aussi un des grands combats de 2019 que je vous conseille de voir ou même de revoir, puisque c'est quand même toujours sympathique de revoir ce match entre ces deux excellents lutteurs. Match suivant aussi, alors je pense que celui-ci vous ne l'avez pas forcément en tête, et vous ne l'avez peut-être pas spontanément gardé comme un des grands moments de 2019, mais moi c'est là qu'on voit que c'est très personnel. C'était le match de Stomping Grounds entre Ricochet et Samoa Joe, qui était alors le champion des États-Unis, Samoa Joe. Donc c'était donc un match pour le titre, et j'en avais gardé un très bon souvenir. C'était un match très solide, du début à la fin. J'étais vraiment bien dedans, et pour une fois, on n'était pas trop sur un Samoa Joe chiant, on va dire. C'est vrai que souvent on peut lui reprocher d'être un peu laborieux, un peu d'imposer un rythme un peu ortonien, si on peut dire. Et mais là, j'ai pas ressenti ça avec Ricochet, et le combat était vraiment très solide, vraiment d'un très très bon niveau. Je crois que je lui avais donné à peu près 3,5, 3 étoiles et demie. C'était vraiment très solide, et également je vous conseille de le voir ou de le revoir, parce que c'est vrai que ces matchs étaient un petit peu peut-être passé un peu inaperçu, parce que bon, c'était un show mineur, hein, Stomping Grounds, mais ce match avait retenu mon attention. Et on finit quand même avec une petite surprise, quand même, avec Ricochet qui a pris le titre à Samoa Joe, qui finalement, dont le règne n'avait pas été très très long. C'est vrai qu'il avait pris le titre du coup à WrestleMania. Bon, on se rappelle de Samoa Joe qui était, enfin, Rey Mysterio qui était blessé. Bon, voilà, du coup, il avait un peu récupéré la ceinture un peu, on va dire un peu par défaut, Samoa Joe, et il a un peu redonné la ceinture rapidement à Ricochet, hein. Il a fait un peu le passe-plat. C'était un peu un champion de transition, et par la suite, juste après le match, The OC se sont pointés avec notamment AJ Styles pour défier Ricochet, et Styles gagnera ce match à Raw, et ce qui lui permettra d'avoir donc ce title shot. Et donc on passe justement au match suivant. Ça tombe bien, on parle de match suivant qui était justement aussi un des bons matchs de 2019. C'était le AJ Styles Ricochet à Extreme Rules. Et à nouveau un match vraiment très très bon, hein, à nouveau Ricochet, à nouveau Styles, hein, donc c'est pas la première fois que je parle d'eux, et voilà, mais ça prouve aussi le niveau, hein. Et on avait un match aussi également très solide entre les deux hommes, et ce qui m'avait également marqué, c'était bien sûr le finish. Si vous vous en souvenez, c'était, hein, vous allez d'ailleurs avoir le visuel, c'était ce fameux Styles Clash à reculons, porté directement de la deuxième corde. C'était quand même un move assez novateur, hein. Enfin moi je l'avais jamais vu personnellement, et c'était vraiment très très spectaculaire, et ça permettait à Styles cette fois-ci de devenir champion des États-Unis et de crédibiliser un peu son heel turn. Et c'était vraiment un match très solide que je vous invite aussi également à voir ou à revoir. Et il n'y avait pas grand chose à dire, c'était vraiment très très qualitatif. Match suivant aussi, un gros coup de cœur absolument étonnant, on va dire, c'est le Charlotte Flair contre Trish Stratus à SummerSlam. Là c'est franchement une très très belle surprise, puisque sur le papier, j'avoue que j'avais assez peur. Je me suis dit, bon là là, une femme qu'on n'a pas revue sur le ring depuis un bon petit moment, mis à part Evolution, hein, il y a un an, mais elle ne catche plus sinon. Donc j'avais un petit peu peur, et je me dis, bon, ouais, ça va être ce match, il va pas durer très longtemps, et ça va botcher, ça risque d'être un peu dégueulasse. Et ben finalement, j'ai été rapidement démenti, puisque en fait, déjà le match a été long, mais quand même compétitif, et avec une Trish Stratus qui m'a vraiment bluffé, et qui a été vraiment très performante sur le ring, voilà, en dépit de sa longue absence.
Et enfin, vraiment, elle a offert un très très bon match. Et puis bien sûr, il y avait toute la symbolique, puisqu'on était à SummerSlam à Toronto, donc chez elle. C'était son match d'adieu, elle l'avait dit, hein, donc son match de retraite. Et franchement, elle a eu une retraite franchement très très digne. Ça change hein, du match de Kurt Angle hein, pour ses adieux face à Corbin à WrestleMania. Hein. C'était vraiment d'un autre niveau. Et elle a vraiment offert une très très belle performance. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce match. Bien sûr, Charlotte Flair s'imposait logiquement à la fin avec un figure 8 hein, qui a permis donc du coup qui a fait abandonner Trish. Mais vraiment une très très belle performance. De beaux adieux devant son public. Et voilà, ça a parfaitement joué son rôle. La petite émotion finale. Et une très très belle perf pour quitter la scène. Voilà, c'était un très très beau moment. Et c'était quand même l'un des meilleurs matchs féminins à la WWE en 2019, il faut le dire. Hein. Hors NXT bien sûr. Hein. Hors NXT. C'était vraiment un beau coup de cœur. Et vraiment quelque chose, j'aurais vraiment pas pensé ça à la base, que ce match allait figurer dans mes coups de cœur de l'année. Le match suivant, encore un des gros matchs féminins de 2019, c'était le Becky Lynch Sasha Banks dans un Hell in a Cell match. C'était alors c'est un match qui vraiment lançait, hein, concrétisait ce heel turn de Sasha Banks, hein, qui était revenu après plusieurs mois d'absence, après WrestleMania, hein, où elle avait perdu les titres par équipe, elle avait chouiné, elle était dégoûtée de ne pas être mise en valeur comme il le fallait, elle se plaignait de tout, de son booking, elle avait disparu, et elle a finalement fait son retour avec Natalya qui était sur le ring, et puis finalement elle est revenue, elle lui a fait un petit hug, et puis finalement elle a tourné heel sur elle, elle s'en est pris à Natalya. Becky Lynch ensuite est intervenue, enfin il y a eu un petit catfight et ça a lancé la feud avec Sasha Banks et ses nouveaux cheveux bleus marquant donc son changement d'attitude. Et donc cette feud, alors il y a eu un match entre les deux, hein, c'était pas le premier match puisqu'il y avait eu un match à Extreme Rules si je ne m'abuse, qui s'est fini sur une disqualification de Becky parce qu'elle avait donné un coup de chaise à... Non, c'est même pas un coup de chaise, c'est qu'elle elle avait continué son assaut hein, avec un disarmer avec la chaise et du coup le match était terminé sur un DQ et on avait fini donc avec ce Hell in a Cell match pour conclure l'affaire. Mais le match était vraiment très solide avec quelques prises innovantes, voilà comme vous pouvez le voir aussi sur l'illustration, avec Sasha qui est assise sur une chaise et également la chaise placée sur des kendo sticks en travers des grillages. Voilà, c'était des petits moves sympas. Il y a eu de la brutalité, on s'est bien servi de la stipulation, beaucoup de chaises, notamment sur la fin, avec Sasha Banks qui utilise vraiment beaucoup de chaises pour placer Becky Lynch dessus. Elle plonge dessus, mais au final, malgré, c'est ça que j'ai, on va dire c'est le reproche que j'ai eu à faire sur ce match, c'est que Sasha Banks avait tout fait pour affaiblir le bras de Becky Lynch de façon intelligente, ce qui permettait de compliquer, on va dire, son disarmer. Forcément, avec un bras endolori, c'est plus difficile de porter son disarmer, mais malheureusement, ils ont quand même fait gagner Becky Lynch avec un disarmer. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé, c'est le gros point noir pour moi de ce match. Ils ont reproduit d'ailleurs la même chose dans le match dans le même soir entre Bayley et Charlotte Flair. Hein, Charlotte qui gagnera aussi avec un figure 8, bien que Bayley avait aussi tout fait pour affaiblir la jambe de Charlotte de la même façon, hein, une stratégie similaire, mais ça ne leur a pas suffi et elle perdra quand même avec un figure 8, donc c'est un peu aussi le même reproche. Mais le match était vraiment très très bon et très brutal et si je ne m'abuse ça avait ouvert le show et c'était vraiment une bonne façon de lancer le show et c'est peut-être même le meilleur match féminin de 2019 dans le main roster. Il n'y a pas grand chose à dire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait de Sasha Banks quoi. On peut aussi le dire, hein, son heel turn, ça aurait été quand même un des gros flops de 2019. Hein, parce que qu'ont-ils fait de Sasha Banks par la suite hein. Elle a eu ce petit push là, ou avec cette feud avec Becky, mais on pensait qu'elle allait prendre le titre, et puis finalement elle l'a jamais pris. The Man était trop forte, forcément, hein, elle était overpushed, donc il n'y avait aucune chance de la battre. Et puis maintenant, elle est rendue à quoi Sasha Banks? C'est le larbin de Bayley. C'est le larbin de Bayley. Elle ne fait plus rien, Sasha Banks. Donc pour moi, c'était aussi un des gros flops de 2019, le heel turn de Sasha Banks. Hein. On ne fait plus rien d'elle. C'est dramatique. Alors, peut-être que il y aura un Bayley Banks à WrestleMania, qu'on va relancer Sasha Banks. Mais là, franchement, sur l'année 2019, c'était pas terrible. On va passer à un autre match maintenant, dans un autre style. On était à Crown Jewel. Et oui,
à Crown Jewel, on peut avoir des bons matchs. C'était le Cesaro Mansour, qui sur le papier, de toute façon, moi je me doutais que ça allait être un match de bonne qualité, parce que Mansour, on le voit pas beaucoup, mais on le sait que c'est un bon lutteur, qui a des capacités, qui a un bon potentiel. Et il a montré, à nouveau, face à un sparring partner de choix, comme Cesaro, qui sait mettre en valeur ses adversaires, lorsqu'il le faut. Il l'avait fait ça, notamment face à Dragunov à TakeOver Cardiff, il l'avait fait. Et là, il nous refait le coup avec Mansour, et on a une très très belle pépite, dans un show. Voilà, pas terrible, hein, on le sait, même si Crown Jewel était moins pire que d'habitude, hein, il faut le dire. Mais c'était le match de la soirée, sans problème, et on a encore eu un très bon match de catch entre ces deux hommes. Et au final, bah évidemment, il n'y avait pas de surprise. Mansour qui s'impose avec son moonsault de la 3e corde, et un peuple évidemment qui célèbre avec son enfant chéri, avec son petit héros local. Et bah j'espère qu'ils vont quand même faire quelque chose de Mansour, qu'on le verra bien davantage maintenant, notamment en 2020, peut-être à NXT, puisque pour l'instant il est toujours rattaché à NXT, hein, il n'est pas dans le main roster. J'espère qu'on va pas le ressortir une fois l'an, ou même 2 fois l'an, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y aura un pay-per-view saoudien, ce serait quand même un peu dommage, parce que ce gars, il a quand même un gros potentiel. Mais c'était vraiment un bon match, et c'était un des matchs à retenir aussi en 2019. Le match suivant que je retiendrai, un peu plus récent, c'est les Survivor Series avec le Pete Dunne, Adam Cole comptant pour le titre NXT. Donc ça faisait plaisir de voir le titre NXT défendu dans un pay-per-view du main roster, qui plus est un pay-per-view du Big Four, donc ça donne une grosse exposition. On se souvient qu'il y avait un number one contender match juste la veille, hein, lors du TakeOver War Games. C'était un triple threat match entre Damien Priest, Killian Dane et Pete Dunne pour désigner donc le challenger numéro 1 au titre de Cole dès le lendemain au Survivor Series. Victoire donc bien sûr de Pete Dunne, et donc on a eu le droit à ce match entre deux hommes un peu affaiblis, hein, forcément après leur gros match de la veille respectifs. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, Cole avait les côtes évidemment malmenées après notamment ce gros War Games, et puis cette chute spectaculaire sur le Air Red Crash de Tommaso Ciampa sur la table, et forcément Cole vendait cette blessure aux côtes, donc il était un peu diminué, et Cole et Pete Dunne aussi avait un bandage, un strap à la jambe, et il vendait, quoique je ne suis pas sûr que c'était un work de la part de Pete Dunne, une blessure à la jambe, donc suite au match précédent, donc le match, le triple threat de TakeOver. Et on a un match de très très haut niveau. Forcément, l'affiche était belle, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose qu'à un bon match, et on a eu l'impression d'avoir un petit instant TakeOver dans un pay-per-view du main roster, et ça, forcément, ça fait du bien d'avoir ça. Et il y a eu des gros spots, notamment, comme vous pouvez le voir, ce Panama Sunrise porté sur l'apron du ring, magnifique de la part d'Adam Cole, et ce climax avec ce bitter end, cette tentative de bitter end, le finisher de Pete Dunne, donc qui est tenté, et là au moment où il est dans les airs, Pete Dunne, Adam Cole pardon, il a réussi à contrer ça avec un Panama Sunrise vraiment spectaculaire et from out of nowhere, pour ensuite enchaîner avec son last shot et conserver son titre. C'était vraiment un magnifique enchaînement, peut-être même l'un des moves de l'année, ce contre du bitter end en Panama Sunrise, et victoire évidemment logique d'Adam Cole dans un match très très solide, qui était autour de 3 étoiles 75, hein. Vraiment un match très très solide, même on pourrait même donner 4 étoiles, c'était magnifique, et encore un combat que je vous recommande cette année. Notre combat, encore plus récent, on est à TLC, donc c'était il y a quelques jours, le New Day versus Revival dans un ladder match comptant pour les titres par équipe de SmackDown. C'était l'opener, j'en ai parlé il y a quelques jours, donc et puis c'est encore frais dans votre mémoire, donc vous savez vraiment de quoi on parle. Et c'était un match très solide aussi, avec des spots, de la prise de risque, le spear suicide habituel de Biggie, hein, qui s'est encore un petit peu pris sur les cordes. Un jour il va vraiment se faire très très mal, hein, mais il est fou Biggie, de toute façon il n'arrêtera jamais de le faire. Des gros spots sur les échelles, l'échelle pliée en deux sur le poids donc de Biggie qui se prend un splash.
de la part de Wilder. L'effet levier avec ce magnifique effet levier de la part de Kofi pour basculer la chaise sur la gueule des Revival. Il y a eu un tornado DDT qui était spectaculaire avec l'aide des cordes aussi de la part de Kofi. Il y a eu un big ending de la part de Biggie donc du haut de l'échelle, et le spot final bien sûr avec cette chute spectaculaire de Dawson qui retombe sur la tête directement sur une échelle. Ça a fait très mal. J'ai eu très peur pour lui. Finalement, plus de peur que de mal, puisqu'on le reverra plus tard dans la soirée en intervenant dans le match entre Reigns et Corbin. Et victoire, donc conservation logique de la part des New Day dans un match vraiment très solide, un très bel opener, spectaculaire, dans un ladder match. Donc ça change un petit peu parce qu'on les avait beaucoup vus s'affronter les deux, mais un ladder match on l'avait pas vu, et les deux nous ont fait un très bel opener, très solide, spectaculaire, et moi j'ai apprécié ce match que bien sûr je vous recommande chaudement. Et bien dans la même soirée, qu'est-ce qu'il y avait aussi d'intéressant? Le match suivant. Et oui, et c'était pas plus loin que 5 minutes après, on avait le Buddy Murphy contre Aleister Black. Alors certes, le build-up était pas terrible, à part le fait que Buddy Murphy, ça partait du fait que Buddy Murphy était l'un des rares courageux à frapper à la porte, à knocking on the door d'Aleister Black pour pick a fight with him, et malheureusement il n'y a pas eu grand chose d'autre à part ça, puisque chacun a eu des petits combats, mais des squash chacun de leur côté, mais il n'y a pas eu d'interaction. Et ce que je trouve dommage, c'est que si vous avez regardé le Raw de cette semaine, ce Raw qui a été enregistré là, ce Raw de Noël, ils ont fait ce qu'ils auraient dû faire pour le build-up, c'est-à-dire justement confronter les deux sur le ring, chacun faire un petit combat, un petit squash chacun de leur côté, et pour qu'il y ait un petit peu de compétition. Là on voit les deux qui se croisent, et puis Buddy Murphy là qui croise Aleister Black après son match, et qui lui aussi squash son adversaire en 2 temps 3 mouvements, et c'était ce qu'il aurait dû, face à un jobber certes, mais il y avait ce petit côté un peu compétition, et c'était, je pense, qu'ils auraient dû faire pour le build-up du TLC. Malheureusement ils ne l'ont pas fait, et puis ça s'est fini avec un Black Mass d'Aleister Black d'ailleurs sur Buddy Murphy. Voilà, ça c'était pour le petit plus. Mais c'était ça qu'il aurait fallu faire. Ça c'est dommage. Le manque de build-up, ça c'est le gros moins. Maintenant le combat en lui-même, c'était très bonne qualité. Là aussi c'était du niveau takeover. 2 excellents lutteurs, strikers, qui ont frappé fort, chacun de leur côté. Et on a vu un Aleister Black qui a pissé le sang, soit au moment où il s'est pris le poteau, soit au moment où juste après il se prend les escaliers dans la gueule. J'hésite encore à ce niveau-là, à quel moment est-ce qu'il s'est vraiment pété le nez. C'était dans l'un de ces deux moments-là. Je crois que c'était les chaises, mais j'en suis pas sûr. Les escaliers, pardon. Je crois que c'était à ce moment-là. Mais courageusement, The Show Must Go On, et Aleister Black a continué son match, comme si de rien n'était, et ça a été vraiment très solide. 2 très bons lutteurs, ce Murphy's Law, ce Brainbuster porté par Murphy, donc qui a donné un petit peu l'impression que Murphy pouvait gagner, et puis finalement une petite passe d'armes, des coups de pied successifs de la part de Buddy Murphy qui veut tenter un petit coup de genou, mais ce coup de genou est esquivé, puis là ce Black Mass from out of nowhere qui permet à Aleister Black de s'imposer fort logiquement. Il n'y avait pas trop de suspense au niveau du match, mais c'était très solide, et ils ont fait le match qu'il fallait au niveau du booking, et les deux en ressortent grandis. Un Aleister Black très solide, et qui a combattu donc dès le lendemain, comme je vous le disais, à Raw, dans un match court certes, mais il a combattu, donc c'était contre Noé Rosé, si je ne m'abuse, et forcément on va avoir je pense un Aleister Black qui va être beaucoup plus présent en 2020, en tout cas je l'espère, et qui va avoir le droit au push qu'il mérite amplement, mais j'espère aussi que Buddy Murphy, ils vont en faire quelque chose, parce que les deux, franchement les deux méritent d'être vraiment très haut sur la carte, et d'avoir des titres, et d'avoir des matchs pour les titres, et des titres quoi. Ils méritent vraiment quelque chose, ces deux-là. C'est vraiment de l'or en barre. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce match, et ce sont les 2 seuls matchs, New Day Revival et celui-ci, c'était les 2 meilleurs matchs, les 2 seuls matchs bons de TLC, parce que le pay-per-view, on le sait, il était vraiment très mauvais, et il n'y a que ça qu'il fallait retenir. On va maintenant passer au flop de cette année 2019. Alors, il y en a eu évidemment. Je ne pouvais pas tout mettre. Il y avait bien sûr j'aurais pu mettre Bayley contre Alexa Bliss par exemple.
qui étaient vraiment pas bons. Il y avait des matchs comme ça. Bayley était très présente, malheureusement, il faut le dire, hein, et c'est pas un hasard, je pense. Mais vous verrez qu'il y a eu des matchs qui étaient vraiment pas bons, et on va en parler tout de suite. Il y a eu d'abord ce Money in the Bank. Enfin, on était au Money in the Bank, mais c'était un Steel Cage match entre Shane McMahon et The Miz. On le sait, hein, il y avait eu une feud entre les deux, bien sûr, après que les deux avaient eu un petit run par équipe de champions, et puis évidemment le fameux heel turn de Shane McMahon, la feud entre les deux, ce combat à WrestleMania que Shane McMahon finit par remporter, et on a eu ce match ensuite, un peu plus tard, donc entre les deux, qui a clôturé un peu la rivalité, mais le match était vraiment chiant, très très chiant et très mauvais, et ouais, c'était très laborieux, et puis avec cette fin un peu comédie wrestling avec Shane McMahon qui tente de s'évader de la cage, le Miz qui essaie d'en empêcher, puis finalement il glisse de son t-shirt, et le Miz ne fait que récupérer le t-shirt de Shane McMahon, et Shane McMahon lui il glisse et puis retombe à l'extérieur et il s'impose comme ça. C'était quand même très très moche pour que le Miz perde à nouveau, quoi, et finisse encore ridiculisé. C'était difficile pour le Miz, et le Shane McMahon qui s'en sort encore, quoi. Donc c'était très dur à voir, et le match était vraiment boring, et c'était vraiment un très très mauvais Steel Cage match, l'un des pires de ces dernières années. Là pour le coup, je ne vous recommande certainement pas de le voir. Le match suivant, alors là aussi très oubliable, on va enchaîner avec deux matchs de Super Showdown, avec Super Showdown, hein, le premier show saoudien de l'année, avec ce fameux handicap match entre Lars Sullivan et la Lucha House Party à 3 contre 1. Ah là 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 là, quel match de merde, franchement, et surtout, ce combat que Lars Sullivan aurait dû gagner, mais très rapidement, il aurait dû littéralement écrabouiller les trois, pour vraiment qu'on le mette vraiment en valeur, et qu'on se dise, voilà, le gars à 3 contre 1, il démolit la Lucha House Party, et voilà, on commence à franchir un palier avec Lars Sullivan. Eh ben non. Pourquoi ils ont opté pour quoi? Ils ont opté pour un DQ. Victoire de Lars Sullivan par DQ. C'est absolument désastreux ce booking, que les trois s'en prennent à lui et qu'on décrète le DQ. Même si après Lars Sullivan aura détruit les aura détruits après le match, mais le mal était fait. Le mal était fait, et faire ce DQ c'était n'importe quoi. Il aurait fallu squasher, faire un squash net et sans bavure, et ils ne l'ont même pas fait. Voilà un des matchs horribles de cette année 2019. On reste à Super Showdown avec un combat dont on a beaucoup parlé entre Taker, Undertaker et Goldberg. Bah voilà, hein, ça a été un désastre total. Goldberg bien sûr qui se fracasse la tête contre le poteau et qui sera sonné tout le match, et qui aurait été le tournant du match, évidemment. Ça aurait été botch sur botch, le jackhammer qu'il n'arrive pas à porter, il n'arrivait plus à tenir debout, et bon, évidemment Taker, il essaye de raccourcir le match et de l'écourter, et voilà, Tombstone Pile Driver, et puis terminé. La tête de Taker à la fin du match, hein, on s'en souvient tous, quoi. Voilà, la voici cette tête, hein. Il avait bien sûr lui-même compris que c'était une grosse déception, et que c'était pas le match auquel on s'attendait, et qu'on était en droit d'attendre. Et lui-même était déçu, bien sûr. On était tous déçus. C'était vraiment une grosse purge, hein, et c'était une grosse fausse note cette année, et on aurait dû s'attendre un petit peu mieux que ça quand même entre les deux hommes. Je pense pas que le match aurait duré très longtemps, quoi qu'il en soit, mais évidemment la façon dont ça s'est passé, fait que ce match a été horrible, quoi. C'était, on ne veut plus revoir ça en 2019, et encore moins en 2020. Et bien sûr, ils ont essayé de vite effacer l'ardoise avec un Goldberg un petit peu effacé, et qui reviendra pour un programme avec Dolph Ziggler à SummerSlam, avec un gros squash et des multiples spears pour remettre un peu en valeur Goldberg, avec des gros spears, un Ziggler qui vend ça aux petits oignons, et pour que Goldberg sorte de là avec une image un peu moins écornée, on va dire. Bien sûr, ils auront essayé de rattraper le coup, mais on n'oubliera malheureusement pas ce combat horrible entre Taker et Goldberg. On change maintenant de registre avec, on passe à SummerSlam avec Kofi Kingston contre
contre Randy Orton, match de championnat, hein, Kofi donc est champion, hein, il avait donc remporté ce titre à WrestleMania, comme je l'ai dit tout à l'heure. On passe à SummerSlam avec une belle feud. Cela dit, la feud était intéressante parce qu'elle avait du sens. Et pour les nostalgiques, hein, les grosses périodes NT1, etc., etc., il y avait une grosse feud entre les deux. On le sait, Kofi Kingston, qui était reproché par... à qui Orton reprochait d'être un peu un B+ player en quelque sorte, quelqu'un qui ne gagnera jamais le titre de champion, qui sera toujours un mid-carder et qui gagnera jamais, qui sera jamais un gars du main event. Et puis finalement, bon, Kofi a fini par gagner ce titre et Orton lui a reproché cela. Et au final, on a ce match à SummerSlam, mais la fin, c'était boring as fuck, comme malheureusement beaucoup de matchs de Kofi depuis qu'il a été champion. C'est un peu un match à l'image de son règne, et un match qui était très très long, boring, et surtout cette fin à chier avec ce double décompte à l'extérieur que personne n'a compris sur le coup. L'arbitre continue de compter, on arrête le match, je croyais qu'il y avait un DQ, et puis finalement on apprend qu'il y a un double décompte à l'extérieur. C'était très 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 maladroit comme booking, on n'a rien compris, et puis voilà, Kofi qui finalement... c'est dommage parce qu'il avait porté un très beau RKO juste avant, mais après il a perdu du temps, il s'est moqué, et puis après on est passé à l'extérieur, et puis c'est là qu'il y a eu ce décompte à l'extérieur. Orton qui montre Kofi à sa propre famille qui était proche du ring, et c'est là qu'on a impliqué la famille bien sûr de Kofi. Voilà, c'est parti en couille, et Kofi s'est énervé avec des coups de kendo stick. Voilà, après il a commencé à rosser Orton de coups. On a eu un Kofi un peu plus sombre, on va dire, qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais rien que pour cette fin et la lenteur de ce match, je suis obligé de mettre ces combats parmi les moins bons de l'année. C'était vraiment pas un match mémorable. Autre combat vraiment pas mémorable, c'était le Bayley contre Charlotte de Clash of Champions. Aïe aïe aïe, aussi ça c'était vraiment pas bon du tout. Bayley aura tourné heel depuis, hein. Elle venait d'être heel depuis peu de temps, et d'entamer ce heel turn, difficile heel turn, avec ce nouveau look, ses cheveux plus courts, les buddies explosés par des coups de kendo stick. Donc ça y est, les buddies c'est terminé. Et voilà, cette première feud avec Charlotte, et puis cette fin absolument désastreuse avec sans surprise, on pouvait s'y attendre, hein, Bayley qui nous la joue un peu heel en enlevant la protection du coin, et puis Charlotte qui se fait avoir comme une bleue, et du coup elle se prend la protection, le coin sans la protection, et victoire en quelques minutes, hein, finalement, de Bayley. C'était horrible, ce match était à chier. Évidemment c'était pour crédibiliser ce heel turn, mais la manière, c'était affreux. Et voir Charlotte, quand même, après tout le palmarès et tout ce qu'elle a pu faire dans le passé, se faire avoir comme une bleue dans un match aussi pourrave, c'était quand même difficile à avaler. Et c'était aussi un des très mauvais moments de 2019. Et il faut le dire, hein, même plusieurs mois après, le heel turn de Bayley, hein, c'était quand même pas une réussite, il faut le dire. Et on aura vraiment l'occasion, on va avoir l'occasion de reparler de Bayley un peu plus tard. Autre match vraiment pas mémorable, on est à Crown Jewel, donc on est à nouveau en Arabie Saoudite, mais dans un autre pay-per-view. C'est bien sûr le Tyson Fury contre Braun Strowman. Aïe aïe aïe, ce match, de toute façon on se doutait que ça allait pas être terrible, hein. Voilà, entre un boxeur qui a jamais catché de sa vie bien sûr, hein, et Braun Strowman, le Big Show des temps modernes, hein, qui n'est là que pour briller auprès des VIP, hein, on va dire, et pour jouer, pour épater la galerie et nous faire du cirque, hein. Maintenant il n'est plus bon qu'à ça, hein. On a compris que Braun Strowman, on ne lui donnera jamais sa chance, on ne lui donnera jamais une grosse ceinture, et qu'il ne fera que faire ce genre de combat. C'est très très triste, hein. Et le match était horrible bien sûr, avec un Tyson Fury incapable de faire un pin correctement, qui sait pas retenir la jambe. Enfin, c'était horrible. Et encore, on a vu pire, on va dire, comme début pour un non-lutteur. On a vu pire, il faut le dire. Mais évidemment, c'était pas bon de manière générale. Et puis en plus, on finit avec un décompte à l'extérieur.
une victoire de Tyson Fury par décompte à l'extérieur. Aïe 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 aïe, c'était bien un match de merde. Et en plus tout ça pour un one shot, hein, puisque le lendemain ils se réconcilieront en quelque sorte. C'était en Angleterre, je crois que c'était justement chez Tyson Fury à Manchester. Les deux se seront ligués ensemble, enfin ils se seront serrés la main, bref, tout ça pour ça. C'était vraiment un des mauvais matchs de l'année, ça il faut le dire. Et encore un pauvre Braun Strowman, vraiment c'est triste. Et Tyson Fury qu'on risque peut-être de revoir face à Brock Lesnar à WrestleMania, hein. On en parle. Oh my god quoi, oh my god. À noter que je ne citerai pas un autre match dans le même style qu'on a pu avoir dans la soirée, c'était l'opener entre Brock Lesnar et Cain Velasquez. J'ai failli le mettre, mais qui était un squash, n'était sans bavure, mais étant donné que il était blessé Cain Velasquez, hein, c'est expliqué pourquoi le match était court, je l'ai épargné. J'ai épargné ce match parmi les flops de l'année parce que donc cette blessure fait qu'on n'a pas pu avoir le match qu'on était en droit d'attendre. Donc je vais l'épargner, mais en soi c'était aussi de la merde. Match suivant aussi qu'on peut retenir, c'était, on vient de la voir, c'était le Corbin Reigns de TLC. Oh my god, je ne voulais pas voir ce match à la base. Et encore moins une fois que je l'ai vu. Une longue purge, une vingtaine de minutes de purge. Terrible, terrible avec cet overbooking, les revivals, Dolph Ziggler qui interviennent, la sécurité. On est parti complètement dans du n'importe quoi. C'était très long, beaucoup trop long. Et une victoire en plus de Corbin, hein, en coward, et bien aidé par tous ses potes. Avec un End of Days, mais avant il y avait le Shadow Machine, il y avait le zigzag, donc il y avait quand même beaucoup d'aide, hein, pour King Corbin, et je ne comprends même pas ce booking. C'était normalement, il n'y avait pas de raison de faire gagner Corbin. C'était normalement à Reigns de gagner cette feud, lui qui l'avait tellement subi, avec notamment cette pâtée pour chien, un moment très gênant de 2019. Normalement c'était à Reigns de s'imposer dans cette feud, et ben non, ils ont continué à capitaliser sur King Corbin et sur de la hit tout simplement. Maintenant c'est peut-être aussi pour nous faire oublier Reigns, nous le mettre un petit peu en position de faiblesse pour mieux nous surprendre au Royal Rumble. On les connaît à la WWE, hein. On les connaît. En tout cas, ce match était vraiment une grosse purge et il faut oublier ce match de 2019. On passe, on reste dans la même soirée, hein, puisque ces pay-per-view étaient le pire de l'année, hein, il faut le dire, l'un des pires de l'année, TLC, avec ce Tables match entre Rusev et Lashley dans une storyline, hein, on la connaît tous, hein, qui était très gênante. Hein. On était parti dans du pipi caca sexe, quoi, du pipi caca cul, on va dire. Mais ça marche, ça fait des vues sur YouTube, et c'est du Vince tout craché. On est parti très loin, et c'est pas fini. Le pire c'est que c'est pas fini, puisque le prochain Raw, ça va être le segment du mariage entre Lashley et Lana, et bien sûr, on le sait tous, Rusev va intervenir pour ruiner l'affaire, hein, c'est pas terminé. Et donc la victoire de Lashley avec ce fameux botch, hein, avec cette table qui ne casse pas, et il est obligé de refaire le move. Heureusement il y avait une table à l'opposé, ce qui lui a permis de sauver les meubles, avec cette souplesse qui donc cette fois-ci réussit, et donc il gagne ce match sur intervention de Lana, donc qui grimpe sur le dos de Rusev et qui l'aveugle. Waouh, c'était horrible ce match, c'était long et boring as fuck, et malheureusement c'est pas fini entre ces deux hommes, alors que la storyline dure maintenant depuis bien 2 mois, et c'était très laborieux, et on veut pas revoir ça en 2019, enfin en 2020 maintenant. Mais maintenant on le connaît Vince, hein, et il veut ça, il veut qu'on ait de ça. C'est du divertissement, et ça fait partie de la WWE, le divertissement. Il ne faut pas que du work rate, et on est aussi malheureusement obligé de bouffer ça. Il y a rien à dire, on peut pas trop rager, parce qu'on sait qu'on va, tant que Vince sera là, on aura aussi du pipi caca cul. On aura du pipi caca cul, on est obligé, et ça marche. Ça fait des vues sur YouTube, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ça fait des vues sur YouTube, donc on continue là-dessus. Et donc on va continuer avec le mariage entre Lashley et Lana. Oh mon dieu, 2020 s'annonce très bien. Enfin, on va passer à une autre catégorie dont je n'ai pas encore parlé, que j'ai appelé les méga flops. C'est-à-dire, quelle est la différence avec les flops? Ce sont des flops en eux-mêmes, mais des combats qui auraient dû être vite, parce que on a fait un gros pataquès dessus. C'était des matchs qui étaient
qui était avec un gros build-up, avec quand même de l'attente, surtout de l'attente. On pouvait s'attendre à des gros matchs, et au final, bah, ça a raté. Ça a raté. L'effet a foiré complètement. C'est vraiment fait un gros flop. Bah, finalement, le soufflet est vite retombé. Et vous allez voir que les femmes ont beaucoup contribué à cela. Et ça sera aussi un des enseignements de 2019. On va commencer justement par le fameux main event de WrestleMania, Winner Take All, entre Becky Lynch, Ronda Rousey et Charlotte Flair. Le build-up, on le connaît tous. C'était une très très longue histoire avec tout ce qui s'est passé, le heel turn de Becky Lynch, la naissance de The Man, voilà, quand elle détruit Charlotte Flair, et ensuite il y aura Ronda, et puis normalement on aurait dû finir avec Ronda contre Becky Lynch à WrestleMania. C'était le match qu'on aurait dû avoir. Malheureusement, ils ont voulu à tout prix intégrer leur indétrônable Charlotte Flair, parce que s'il n'y a pas Charlotte Flair, ça va pas du tout. Et du coup, on s'est tapé donc ce fameux premier main event féminin à WrestleMania de l'histoire. Et bah, on termine par une merde intersidérale, avec évidemment cette énorme botch finale, et avec ces épaules de Ronda qui sont à 3 mètres du sol, et l'arbitre qui compte jusqu'à 3. Et alors là, tout le monde est horrifié, personne ne comprend. C'est what? Ça y est, et voilà, et donc le match qui se termine comme ça. C'était horrible. En plus, c'était la toute fin du show. Le public, on le sait, était crevé. On s'était tapé des heures et des heures de show. Le public là-bas, on le sait, crevé de froid. Le public en avait ras le cul. Ils avaient envie vraiment de se barrer. Ils avaient hâte que le show se termine. Et ce match qui était très très long, et qui se termine en plus sur cette merde intersidérale. Alors certes, on a la fin qu'on attendait avec Lynch qui s'impose avec ses 2 ceintures, donc Becky Two Belts, hein. C'était la naissance de Becky Two Belts, et c'était la première défaite officielle de Ronda, mais c'est pas une vraie défaite, puisque elle est pas clean, ça se termine sur un gros botch, et c'était une fin très malaisante. Pour finir un WrestleMania sur ça, waouh, c'était très malaisant, très malaisant. Et alors, heureusement, on va dire que l'avantage de tout cela, c'est que ça peut nourrir le retour de Ronda, bien sûr, qui va vouloir sa revanche. Et lorsqu'elle va faire son retour, peut-être au Rumble, ou plus tard, ou peut-être pour plus tard, elle va forcément s'en prendre à Becky Lynch, et elle va le vouloir, ce rematch. Elle va vouloir, enfin c'est même pas un rematch, parce que ça sera une grande première entre les deux, mais en tout cas c'est une revanche par rapport à cette perte de titre cruelle et injuste. Et donc, ce 1 contre 1 entre Ronda et Becky, il nous le faut. On va l'avoir en 2020, et il va falloir qu'on l'ait, parce que l'histoire s'écrit toute seule avec cette fin atroce, qui n'était pas un work, hein, c'était un vrai botch, mais au moins le botch a l'avantage de permettre d'écrire quand même quelque chose pour le retour de Ronda, qu'on attend donc dans les semaines ou mois à venir. Enfin, alors, pas enfin, mais on continue avec un match dont on a beaucoup parlé et qui m'a beaucoup fait rager, c'est bien sûr la fin. Enfin, le Hell in a Cell match entre Seth Rollins et The Fiend, c'est que dire, quoi. Enfin, le combat, bon, c'est là qu'on a vu un Rollins qui s'est vraiment fait détester au possible, en usant de tous les stratagèmes pour tuer le Fiend, hein, véritablement. C'est là que le public n'a pas du tout cautionné les actes, les agissements de Rollins, hein, qui n'était pas du tout babyface pour l'occasion. Oui, c'est là où son gros run de babyface a vraiment pris un peu du plomb dans l'aile. Où je vous recommande d'ailleurs de voir le documentaire 365 qui lui a été consacré ce week-end, qui résume bien la chose, hein, le moment où le public s'est complètement retourné contre lui, et là, ça a été la goutte d'eau, quoi. Ça a été la goutte d'eau, et cette fin invraisemblable avec ce no contest sur un Hell in a Cell match, quoi. On veut plus revoir ça, quoi. Surtout 2 années de suite, quoi. Avec le Lesnar l'année dernière, avec Braun contre Reigns. Cette intervention, ce no contest. Et là, on nous refait le même coup. Dans 2 fois, 2 main events de Hell in a Cell consécutifs, quoi. C'est improbable, impossible de nous faire ça. Le public a hué comme jamais. Jamais on a vu un public aussi en colère. Et moi aussi, j'étais tellement en colère après ce match. C'est avec ce pay-per-view, c'était désastreux. Et
ça a été un gros flop parce que c'était quand même une grosse attente aussi dans ce match. Grosse attente, hein, ce Hell in a Cell match. Et nous faire une fin pareille, ça méritait vraiment de figurer parmi les gros flops de 2019. On va passer à autre chose complètement différent. C'était SummerSlam, le match féminin comptant pour le championnat de SmackDown entre Bayley et Ember Moon. Bah, on n'était vraiment pas investi dans ce match. Le build-up était à chier, très très maladroit. Et puis voilà, un coup je suis ton ami, un coup je suis plus ton ami. C'était n'importe quoi le build-up entre ces deux femmes. Mais je l'ai mis quand même parmi les méga flops parce que c'était quand même un match qui pouvait être vraiment bon sur le papier. On pouvait vraiment avoir un match intéressant. C'est un match auquel on pouvait s'attendre à un match intéressant, mais ils l'ont tellement maladroitement buildé que c'est devenu quelque chose d'osef. Et en plus là, ils l'ont placé très très mal sur la carte. Ils l'ont placé entre le fromage et le dessert, si je puis dire, à SummerSlam. C'était un mauvais placement, à peu près, je crois, au milieu. Et on commençait à atteindre un creux. Et là, c'était le désastre. Fromage dessert. Et là, on n'avait plus faim, quoi. On n'avait plus faim. Et là, c'est devenu un match osef. Complètement osef. Et il y a vraiment pas grand chose à retenir de ce match, quoi. Voilà. Et au final, bon, si ce n'est le finisher, on a eu on va dire entre guillemets un super Bayley to Bayley, donc porté de la, je crois, deuxième corde par Bayley, et c'est comme ça qu'elle gagne. Mais au final, on retient rien d'autre, quoi. C'était osef. Ça aurait pas dû être osef, et finalement, c'est devenu osef. Et c'est la WWE qui l'a rendu osef. Désolé, ils l'ont très très mal booké, et le placement sur la carte était également très contestable, et c'était du gros gâchis. Ember Moon qu'on reverra en 2020 mais qui malheureusement est blessé pour de longs mois, et qui a toujours une attelle à la cheville. On espère la revoir et dans une meilleure exposition, j'espère pour elle, parce qu'elle le mérite. Et là, bon à ce moment-là, c'était très très triste pour Ember Moon, et ce match était vraiment à chier. Autre match, un nouveau féminin, le fameux 5 on 5 Elimination Match de Survivor Series. Le match Raw contre SmackDown contre NXT, qui sur le papier donnait envie, forcément. C'était le premier dans le style, hein, ce match 5 contre 5 contre 5. Mais ils sont complètement passés à côté du sujet, en faisant n'importe quoi au niveau du booking, des choses absolument désastreuses, des botches en pagaille, Sasha Banks qui brise un pin, absolument sans sens, insensé. Je crois que c'était entre Kairi Sane et Toni Storm. Pourquoi est-ce qu'elle brise un pin alors que c'est un match à élimination? T'as rien à faire. Tu laisses les deux femmes entre elles et tu n'interviens pas. Pourquoi est-ce qu'elle intervient pour briser un pin avec un Meteora pour tenter ensuite un pin sur Kairi Sane? C'est n'importe quoi. Donc des incohérences. Et puis surtout ce qui m'a énervé, c'est voir Yoshirai et Candice LeRae qu'on sort à l'extérieur sur blessure pour revenir vers la fin du match, pour intervenir et aider Rhea Ripley à s'imposer face à Sasha Banks, et donc à s'imposer au final, alors que ce sont les deux pires ennemis à NXT, sauf que là on fait comme si ça n'existait pas et que NXT n'était pas canon, et qu'on introduisait ça dans un main roster, dans un pay-per-view du main roster. Donc on se dit oui, bon c'est pas canon NXT, donc les gens ils ne relèveront pas ça. Et ben non, désolé, on le relève, ça n'a aucun sens. Et d'avoir surtout une Candice LeRae qui intervient en heel, ils auraient pu choisir autre chose. Ils auraient pu par exemple, quitte à le faire, choisir Yoshirai et Bianca Belair par exemple. Bianca Belair qui a beaucoup plus cette capacité à être heel, mais Candice LeRae, n'importe quoi, qui est une grosse babyface, et surtout avec Yoshirai, les deux pires ennemis, surtout en 2019, c'était n'importe quoi, et on n'a pas besoin de revoir ça. Et puis c'était n'importe quoi de les faire blesser sans aucune raison, pour les faire revivre, ressusciter plus tard. What the fuck? Alors oui, ça a permis à Rhea Ripley de la builder très très forte, notamment la veille avec le Wargames où elle gagne, elle bat la championne, et Shayna Baszler, où elle est à nouveau la seule survivante dès le lendemain, donc dans ce gros combat, et qui deviendra donc quelques jours plus tard la championne NXT, victoire qu'on lui prédisait. Donc elle finit l'année championne NXT avec une Shayna Baszler enfin détrônée, et qui va probablement faire ses débuts dans le main roster au Royal Rumble dans quelques semaines. Bref, en tout cas c'était un gros hors sujet, donc beaucoup d'incohérences de booking, des gros flottements dans ce match, et surtout voilà des botches aussi en pagaille. C'était vraiment
un gros flop ce match, un gros flop. On pouvait vraiment s'attendre à bien mieux que ça. Sur le papier, c'était vraiment un match qui pouvait donner envie, mais ils nous ont fait n'importe quoi. Autre match également à noter, eh ben encore un main event féminin gâché, c'est le match de Survivor Series à nouveau entre Becky Lynch, Shayna Baszler et Bayley, qui a été donc l'un des main events féminins. Hein, on a eu celui de WrestleMania, comme je vous le disais, ils ont raté. Et il y a eu celui-ci, hein, et là aussi c'était la fin de show, on était fatigué, et là c'était boring as fuck. C'était boring. Oh là là, on attendait que ça, on attendait que la fin, hein, le public qui chantait CM Punk, qui voulait des tables, qui n'arrivait pas, c'était long, et puis finalement Baszler qui s'impose, ce qui pouvait être logique, même si Bayley aurait pu avoir sa chance pour un peu surprendre son monde. Ils ont fait gagner Shayna Baszler, qui du coup est également l'une des femmes qui ressortira grandie de ce pay-per-view. Maintenant, la femme m'avait énervé, avec une Baszler qui lève sa ceinture, qui est sur une table, et puis finalement Becky Lynch qui vient s'attaquer à elle, et qui finit par lever la ceinture, et on finit le show sur une Becky Lynch victorieuse, on va dire, en héroïne, alors que c'est elle qui a perdu le match. Elle n'a pas pris le pin ni la soumission, mais elle perd quand même le match. Et ils veulent quand même garder The Man forte. Comme dirait l'autre, il faut que tout le monde reste fort. Et là, c'est pareil. C'est la jaquette de 2K20 hein, qu'il faut garder en lumière. Donc Becky Lynch avec sa ceinture. Et bien sûr, on met Shayna Baszler par terre. C'est n'importe quoi, ça m'avait énervé. Et c'était pour conclure un show qui était vraiment... une fin de show, un match de main event qui était vraiment très très boring. Et encore une grosse déception pour ce match. Et décidément, les femmes en main event, ça ne marche pas. Justement, on passe pour finir par un match dont on a parlé tout récemment. C'était encore un main event de pay-per-view. C'était le TLC match entre les Kabuki Warriors et Charlotte et Lynch. Waouh, ça a été oui, il faut le dire, c'était une grosse déception, parce que, il y a eu cette fameuse commotion de Kairi Sane. C'est-à-dire que les 15 premières minutes étaient intéressantes, avec des spots sympas, c'était un bon brawl entre les quatre filles, mais après, il y a eu un gros flottement, un gros malaise, à un moment où Kairi Sane, déjà, se prend la barricade avec ce gros explodeur très très dangereux de la part de Charlotte, et surtout au moment où elle se fait sa commotion, hein, probablement à ce moment-là, quand elle fait son plongeon, Kairi Sane, sur le corps de Becky Lynch sur la table, et là, paf, elle se prend la tête de la première, et elle s'assomme, Becky Lynch qui vient la voir, qui lui parle, Charlotte qui ne comprend rien, qui continue, qui veut lui porter un gros spear, évidemment, Kairi Sane qui tombe comme une merde et qui peut pas vendre ce spear, Charlotte qui continue son assaut avec un gros powerbomb, bref, elle a toujours pas compris ce qu'il y avait comme problème. Au moins, il y a... Après on voit Asuka donc qui vient voir Kairi Sane, hein, qui vient voir si tout va bien, elle la relève, elle finit quand même le match de peine et de misère, mais les coups finaux deviennent vraiment floppy, et on verra plus tard une image amateur où on voit Becky Lynch qui intelligemment roule Kairi Sane sous le ring pour la protéger un peu, et c'est ce qui explique pourquoi Asuka finit par récupérer les ceintures toute seule. Hein, on pouvait s'attendre forcément probablement à voir Kairi Sane et Asuka récupérer les ceintures en même temps, mais Kairi Sane bien sûr ne pourra pas le faire. Et donc cette fin malaisante où on finit avec un brawl complètement insensé avec tous les mecs là qu'on a pu voir après sur en backstage, qui avaient combattu backstage dans un premier temps et qui ont fini par combattre dans le public. On a bien compris que ça n'avait pas du tout servi dans la semaine qui a suivi. Ça n'a jamais été utilisé, et on a bien compris que c'était pour vite passer à autre chose, et pour finir sur une meilleure note, et pour pas finir sur cette image. Et donc pour essayer de relustrer un petit peu cette fin de show, avec cette image qui n'aura aucune cohérence scénaristique, et qui n'aura pas du tout d'utilisation par la suite, c'était juste pour intégrer des hommes, et faire un brawl masculin, et finir par un spot spectaculaire avec ce gros spear de Roman Reigns, pour, ne pas finir sur cette image... malaisante d'une Kairi Sane KO, hein, qui ne peut pas célébrer avec sa copine comme il aurait dû se passer. Voilà. Et donc, ça vient terminer
ce bilan des top flops des matchs de pay-per-view à la WWE. On aurait pu en parler, on parlait de plein d'autres matchs, hein. Mais c'est qu'une sélection, donc c'est très subjectif, on est d'accord, mais je pense que cette sélection est plutôt représentative de ce qu'on a pu voir en 2019 au niveau des pay-per-view. Il faut le dire, hein, il y a notamment Bayley qu'on retrouve beaucoup, et ce n'est pas un hasard. Voilà, hein, c'est Bayley quoi. Ricochet, Styles, bah, quand ils sont là, ça donne des bons matchs, forcément aussi. Et les main events féminins de pay-per-view, désolé, mais on en a eu 3. Hein, WrestleMania, Survivor Series, TLC, et ça aurait été un flop total à chaque fois. Aucun pay-per-view féminin, aucun main event pay-per-view féminin en pay-per-view, donc cette année, n'aura fonctionné. Aucun. Alors je ne sais pas s'ils vont continuer à le faire. Est-ce que le Royal Rumble cette année va se terminer sur le Rumble féminin? Ce qui n'est pas impossible, parce que si c'est pour avoir Ronda, Shayna Baszler, avoir une arrivée marquante comme ça, les débuts de Shayna Baszler par exemple, pour finir le show, ça peut avoir du sens de finir là-dessus. Donc c'est pas impossible qu'ils continuent quand même à nous enfoncer la Women's Revolution dans la gorge, mais moi je veux bien, mais à condition que ce soit réussi, parce que jusqu'à maintenant, ça a été un gros flop. C'est retombé comme un soufflet, je suis désolé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce bilan. 1 heure de vidéo, pile poil. Et oui, je suis désolé, j'étais encore très dissert, mais bah voilà, très prolixe. Mais il y avait des choses à dire. Et j'espère que si vous êtes en vacances, bah c'est un jour férié. Alors profitez-en pour vous poser tranquillement avec votre petit café, votre petit thé, vos petits gâteaux, vos petits chocolats que vous avez certainement eu à Noël. Voilà, et vous écoutez ça tranquillement. C'est donc une première vidéo au bilan. J'en referai d'autres dans les jours à venir. Préparez-vous. Je vais essayer de faire plus court. En tout cas, je vous souhaite à nouveau un excellent Noël. J'espère que vous avez bien profité, que vous avez eu des très beaux cadeaux, notamment des figurines. Moi, j'en ai eu des figurines. Peut-être que je vous en montrerai d'ailleurs. Passez donc un très très bon Noël. Reposez-vous bien. Restez bien au chaud. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Zero miedo. Profitez bien, appréciez le catch comme il se doit, gardez cette passion, et on se retrouve très bientôt. Ciao à tous.